Shalom Aleichem. Dans Vaïgash, nous trouvons également, à la fin de la Sidra, Yaakov Avinu, qui est invité par son fils Yosef. Il a dit à ses frères qui vont chercher Yaakov Avinu et de lui faire part de tous les honneurs dont il est couvert en Égypte, comme pour lui faire plaisir que les rêves se réalisent, puisque Aviv Shamar et Adavar, son père, comme dit Rashi, Yaakov Avinu était metzapé, il gardait et comptait, aspirait à cette réalisation. Et à la fin de la Sidra, nous voyons que Yaakov Avinu vient le rejoindre, comment il est reçu, il est présenté chez les parents, ils sont installés dans la région de Goshen, et nous avons également ces mots où Vayeshev Israël, Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen, Vayichazu ba, Vayifru, Vayirbu me'od. Que Yaakov Avinu vient s'installer, n'est-ce pas, en Égypte, et qu'il a la prospérité, il s'installe et il se multiplie, il y a la bénédiction. Alors, l'étonnant, c'est que lorsque nous avons eu, au début de la Sidra de Vayeshev Yaakov, Yaakov Avinu s'installe, Be'eretz Megurei Aviv s'installe dans le pays des pérégrinations de nos ancêtres, il y a un reproche qui lui est fait. Comment tu peux t'installer alors que c'est encore la période des pérégrinations? Et voilà qu'ici, c'est un pays étranger totalement étranger et sans aucun lien, c'est de l'exil, et le texte utilise le verbe Vayeshev, il s'installe. Comment? Dans Eretz Israël, qui a été des pérégrinations, il ne pouvait pas encore s'installer, ce n'était pas le moment. Mitzrayim, qui est un pays où a lieu l'exil, Vayeshev, il s'installe. Il fallait qu'il se sente étranger pour garder la personnalité. Effectivement, Israël ne s'est pas assimilé parce qu'il a gardé ce qui est la singularité de l'identité des Juifs à travers trois traditions. Ils ont gardé leur habit juif, ils n'ont pas adopté la jupette égyptienne. Et toutes les autres libertés manquent de pudeur. Et ils ont gardé leur langue. Ils ont continué à parler juif, Yehudi, ou resté un ivri. Ils ont parlé Lashon HaKodesh. Ils l'ont gardé, le Shonam. Mais également Shemam, leur nom. Ils ne se sont pas appelés Ptolémée ou Ramsès. Ils sont restés Yehuda, Moshe, Chaim, etc. Ces trois repères, je joue sur les lettres et les syllabes du mot repère, c'est une référence, mais ces repères, ils continuent à rester des pères d'enfants juifs. Les enfants continuent à rester les enfants de leur père, parce qu'ils parlent la langue de leur peuple, ils ont le nom qui a un sens dans leur vie, et ils ne changent pas l'apparence extérieure pour se confondre à d'autres civilisations et d'autres religions. Voici ce que nous retenons de ces trois choses. Dans Vayeshev, il s'installe. J'ai dit, si le mot installé n'était pas valable, même dans le pays qui nous est promis, comment on accepte cette installation dans un pays étranger où le séjour est prolongé, où ils savent que ça peut durer? Ça ne devait pas être un esclavage, ça devait être simplement un galout, un exil. C'est devenu un esclavage lorsque l'unité a été bafouée, lorsque la concurrence entre les Juifs a apporté des cisanies fratricides. Alors à ce moment-là, l'Égyptien est devenu celui qui est comment dire, il les écrase, il les soumet, il les torture, parce que la souffrance de l'extérieur va les faire prendre une masse, une unité, en se consolant mutuellement
et en retrouvant leur identité par opposition à la pression extérieure. Alors ici, je reviens à cette idée qu'ils ont pu s'installer volontairement et avoir même la réussite de cette installation parce qu'ils ont installé non pas Yaakov, la condition juive, ils ont installé Israël, l'idéal juif. Ils restent dans leur piété, dans leur vérité, dans leur solidarité de Israël. Alors à ce moment-là, Vayifrou, Vayirbu, Akadosh Baruch Hu leur donne la réussite parce qu'ils sont sauvegardés par cette solidarité, dans l'unité avec leur âme, la Torah et Dieu. Puissons-nous, dans toutes les situations où nous sommes un peu en exil, même en Eretz Israël, Mashiach n'est pas encore venu, et trop de personnes veulent ressembler aux civilisations et aux jouissances, aux abus des autres hommes sans avoir à se soumettre à une autorité qui leur est extérieure à eux, mais qui reste juive. Ils veulent que chacun, dans une sorte de libertinage, n'est-ce pas, puisse se permettre tous les profits, et ils reviennent un petit peu à Rabelais, ils reviennent à mai 68 comme des gosses sans éducation et sans véritable civilisation ou culture. Il est interdit d'interdire. Mais je ne te demande pas d'interdire, je te demande simplement d'être obéissant à ce qui est vraiment une interdiction, d'être fidèle à ton identité, et non pas dire « je m'appelle Israël » et tu fais exactement comme tous les goyim. Voilà ce que nous enseigne la fin de Vaïgash. Israël, si tu restes Israël, où que tu sois, Akadosh Baruch Hu, il t'aidera et tu seras heureux. Pas complètement heureux, parce que tu es déplacé et tu dois préparer le retour vertical vers Dieu. Alors tu auras, avec la compagnie d'Akadosh Baruch Hu, qui vient et revient avec nous, nous réinstaller à Tzion Yerushalayim bimhera biyameinu. Concernant Yosef Hatzadik, qui avait rêvé et annoncé tant de choses, il a gardé sa sérénité et sa confiance. Pour la relation avec Binyamin, je vais me permettre de raconter ce que j'ai lu, je ne me rappelle plus où, lorsque les frères ramènent Binyamin, et lorsque dans Vaïgash, Yosef Hatzadik se révèle comme étant Yosef Hatzadik, et qui... c'est une émotion très forte. Et ils finissent par s'embrasser, il les invite, il fait mamash, une soudat pitswa, birkat hagomel de tous les côtés. Yosef Hatzadik installe Binyamin à côté de lui et les frères sont dans la joie. Depuis une vingtaine d'années, ils étaient dans le deuil et ils n'avaient pas bu de vin. Et là, ils boivent le vin et ils sont gais. Alors à ce moment-là, Yosef Hatzadik, est pour eux le Premier ministre qui les invite. Ils ne savent pas encore qu'il est Yosef. Il assoit à côté de lui Binyamin. Et il dit à Binyamin, votre père Yaakov Avinu est connu, sa réputation, il connaît tout. Et tu as étudié chez lui, parce qu'il sait que Yaakov Avinu a enseigné à Binyamin tout ce que lui, il a appris chez Yaakov Avinu. Et il lui dit, mais son papa, il a une carte de la géographie tout autour, et il t'a appris à regarder la carte et de voir
à travers ta vision et ta pensée, sur le plan, tu vois vivre ce que tu cherches et que tu vises sur la carte. Comme si c'était un miroir magique qui s'allume dans ta tête pour te montrer ce qui se passe à l'intérieur de ce que tu as simplement en dessin. Je pense que tu as été initié par ton papa. Joseph avait eu cette initiation, donc il sait que Binyamin l'a aussi eu. Et Binyamin lui dit oui. Il dit alors tu sais, ici nous avons une bibliothèque avec toutes les sciences. Je vais t'apporter une carte comme ça. Puisque tu dis que tu cherches, vous cherchez votre frère. N'est-ce pas? Soit dit en passant, il aura fait une déclaration, Meragli Matem. Vous espionnez le pays. Dans une histoire des maîtres chassidiques qui ont été apostrophés par les apicorsim, par les ennemis, en disant « Oui, regardez, pour vous, vous mentez, vous faites mentir. » Même Yosef Hatzadik a dit « Meragli Matem, vous êtes des espions. » Et pourquoi il les accuse? Pourquoi il fait? Alors, un des grands rabbis qui était là lui dit attention, il a dit Meraglim, Meraglim c'est les initiales. Me Rachel Ganaftem, Laïsh Ma'elim Machartem. Vous avez volé de la maman Rachel et vous l'avez vendu aux descendants de Ishmaël. Hein? Donc, alors, il dit je vais apporter cette carte. Tu vas essayer de chercher sur la carte où se trouve Yosef. Ils sont dans le festin avec le Premier ministre. Et il dit, tout ce qu'il y a dans les bibliothèques du monde, on les a ici, donc je t'apporte une carte comme celle que j'imagine que tu dois avoir à la maison, mais tu as été initié, donc je te permets là de continuer à chercher. Il fait apporter la carte par ses deux fils initiés. Et il dit à Binyamin, alors, regarde, exerce. Regarde dans le pays, où est-ce que tu le situes d'abord? Il faut aller de... Regarde, il dit là, je sens quelque chose dans cette ville. Il dit, cette ville, c'est là où nous sommes maintenant. Alors maintenant, regarde cette partie. Voilà la carte de la ville. Dans quel quartier de la ville? Là. Il dit là, tu vois, regarde, ça c'est le plan du palais dans lequel nous sommes maintenant. Tu veux des ans, tu vas aller le chercher. Attends, descends pas le chercher. Essaye de regarder encore plus près. Quelle partie le palais, il est très grand. C'est une ville. Alors, Binyamin se concentre. Il dit, cette partie-là, je sens, il doit être là. Il dit là, c'est l'ensemble des salles dans lesquelles nous nous trouvons. Il est peut-être parmi les esclaves à la cuisine. Tu veux aller les voir là-bas? Tu peux croire que tu vas le reconnaître après tout le temps et qu'il a vieilli, il doit avoir des cheveux, il a une barbe hirsute et pas soignée parmi tous les esclaves. Non, regarde, soyez un peu plus précis. Où dans cette partie où nous sommes? Regarde. Hein? Dans cette salle. Dans cette salle. Parmi le personnel qui rentre et sort. On peut les réunir et voir qui est qui leurs origines, d'où ils viennent, etc. Dis non, tu es là, assis-toi, concentre-toi, on va se concentrer. Tu dis dans cette salle. Tu as bien connu ton frère. Ah, mon frère, Meïma. Ah. Alors Yosef le regarde. Il dit, regarde-moi dans les yeux. Regarde bien dans mes yeux.
il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a des années, tu m'as vu sans barbe. Chut. Laisse-les entre nous. Et voici comment Yosef et Binyamin se sont serrés, étreints, pendant que les autres, ils étaient avec le vin, ils étaient contents. Et là, Yosef Hatzadik met Binyamin au courant du plan qu'il va continuer. Toi, tu sais maintenant, tu as retrouvé ton frère. Moi, je t'ai tout de suite reconnu. Mais moi, je veux les mettre à l'épreuve pour que l'amour, la solidarité doit être forte, que même s'ils sont en danger, ils vont te protéger. Donc, Yosef Hatzadik le met au courant de ce qu'il va faire la suite, mettre le gobelet dans son sac à lui, faire croire qu'en cherche où est parti le gobelet royal, etc. Mais toi, tu ne crains rien. Et quand il va revenir, je devrais faire semblant d'attraper le voleur, mais tu n'iras pas en prison, bien sûr. Tu vas sortir de la salle, accompagné par mes fils, et tu monteras dans les appartements. Pendant que moi, je ferai semblant de mener un procès, une interrogation des autres qui ne méritent pas d'être punis, mais simplement voir comment ils vont vouloir se défendre. Et ça, c'est ce qui se passe ici dans Vaïgash Yehuda. Yehuda maintenant, il aborde, prêt à la complaisance, prêt à discuter. Il sent une sérénité dans le Premier ministre, mais en même temps, il y a une cause qui fait que s'il faut se battre, il est prêt à détruire tout le palais et Pharaon avec. Voici l'épreuve sublime, au niveau le plus élevé que Yosef Hatzadik a préparé Binyamin et qui n'a pas souffert. Il n'a pas mis à l'épreuve. C'est Yehuda et ses frères qui vont sortir en étant des héros pour défendre le frère, et Yosef Hatzadik, avec son calme, les déroute, mais en même temps, il obtiendra la reconnaissance des retrouvailles entre frères. Cheni Ratzon. Je vous raconterai encore une histoire sur la sidra de ce que nous avons ici et de celle de la semaine dernière. Une histoire de Rabbi Menachem Mendel Miriminov, le Heilige Zeide, grand rabbi parmi les rabbis. Je voulais peut-être déjà une fois raconter, mais il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas. En Pologne, à l'époque où Rabbi Menachem Mendel Miriminov était un grand, éminent rebbe parmi les rebbes, il y avait un juif qui était fournisseur de l'armée. Avec le temps, il a connu l'officier à qui il remettait ce qu'il vendait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Et il a mené une cargaison tous les mois de ce que la caserne avait besoin. Et son interlocuteur qui recevait mettait dans les magasins ce qu'il apportait, mais il était de connivence avec le juif et il se partageait un bénéfice malhonnête. Parce que s'ils avaient besoin de tant de milliers de bottes, les caisses n'étaient pas pleines de bottes, ils mettaient de la paille et il n'y avait que quelques caisses avec des bottes. Ce qui fait que dans les mois qui vont suivre, vous avez besoin de faire une nouvelle commande. Et ainsi pour toutes les autres choses qu'il apportait.
Le dessus passe l'accueil, et l'officier dit « Allez, apportez tout ça ». Et lui se chargeait déjà de ne pas compter ce qu'on apporte, et il partageait la multiplication des factures ensemble. Et voici qu'un jour qu'il vient livrer, et il envoie les chariots au magasin, où ça doit être organisé comment on prend ce qu'on prend et on laisse repartir ce qui est au fond. Et il va se présenter avec la facture chez sa connaissance pour mettre le tampon et lui faire prendre l'argent chez le comptable. Et il voit qu'il y a un nouvel officier qu'il ne connaît pas. Et l'officier dit, oui, il dit, vous mettez un tampon. Ah non, non, non. Ah non, non. Il faut d'abord que je contrôle ce qu'il y a, la liste. Ah, mais moi je suis pressé, moi là, il a l'habitude, il me connaît, il met un tampon et après il compte. Moi je ne vais pas rester là des heures, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est vendredi, je ne peux pas attendre, il faut que je m'en aille. Bien, si vous ne pouvez pas rester, alors je vais vérifier la liste et vous pouvez partir, revenez dimanche. Il sort, il souffle, et il sait que s'il découvre quoi que ce soit, il risque la peine de mort, parce que c'est mettre l'armée en danger de ne lui avoir pas, pendant si longtemps, servi ce dont il a besoin. De là, à toute vitesse, il va à Riminov, et il arrive à Moshavet à Riminov pour appeler au secours son rabbi pour être sauvé. Il sait qu'il risque sa vie. Il arrive, il y a des pièces pour des gens qui veulent passer le Shabbat chez le rabbi. Le rabbi le voit rentrer au Beth Midrash et il ne fait pas cas de lui, il n'y a pas de bonjour, pas de shalom aleichem. Il se prépare à Shabbat. Après l'office, le Kabbalat Shabbat, il passe devant le rabbi pour Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Les gens font la queue et c'est comme si le rabbi ne l'avait pas vu passer. Il n'y a pas eu de réponse. Le rabbi doit sentir quelque chose, mais moi je suis en danger, c'est vrai. Le lendemain, Kriyat Torah, le rabbi l'appelle à Kriyat Torah et c'est Miketz, la sidra de Yosef Hatzadik. Il l'appelle à la Torah, il lit, et il s'arrête au verset. Ils ont enfermé Yosef en prison. Quand il entend que le rabbi s'arrête là, il imagine, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas parlé, il s'arrête à ça. C'est ici. Ouah! Alors, il ne fait pas la bracha charona. Il ne veut pas terminer la lecture, il ne fait pas la bracha. Le rabbi dit Et lui fait signe, c'est pas terminé le passage, on ne s'arrête pas là, il va en prison. Alors, 1, 2, 3 fois. Bon, alors le rabbi continue à lire, et il arrive à la fin du paragraphe. Et tout ce que Yosef a fait, Akadosh Baruch Hu l'a fait réussir à Yosef. Et là, il fait la bracha. Mais après ça, le rabbi ne lui parle toujours pas. Le soir, sous la chichite, pareil, silence. Quand Shabbat est terminé, il vient saluer. Alors il lui dit, écoute, il faut savoir qu'il ne faut jamais voler. Et si on a volé,
La prison est une réparation. Mais comme tu es intelligent et que tu as regretté, tu as même eu peur que je vais te laisser aller en prison. Et c'est effectivement ce qu'il aurait dû être. Mais comme tu regrettes et que tu peux être bon, tu me promets de ne plus jamais être malhonnête et voler. Alors il dit, mais oui, je promets de... Alors ça va. Alors tu retournes. Cette conversation a eu lieu, en fait, pas samedi soir à Molav Malke, mais a eu lieu après Shacharit, le dimanche matin. Et il lui dit, tu peux aller rentrer. Il court vite à la caserne, il va chez l'officier avec ses papiers pour mettre le tampon. Il dit, je peux pas te le faire tamponner, l'officier est malade. C'est malade. Oui, tu vas laisser le papier, tu reviendras. Elle dit, ah non, non, moi ça suffit, moi c'était tout de suite, tu me connais, toi, l'officier nouveau, il veut contrôler, c'est pas mon problème, ça fait 2 fois que je suis venu, etc., etc. Alors il dit, mais il est malade. Il dit, voilà le papier, si tu lui dis qu'il te le mette, ou tu fais mettre le tampon, moi j'ai d'autres choses à faire, et c'est pas normal, quoi. Et il fait le... Alors, il va chez l'officier, celui qui était le soldat de garde. Il dit, le juif, il est revenu, on lui a dit de revenir, il veut le faire. D'habitude, on le fait très très vite. Pourquoi tout d'un coup, il fait 2 fois et pas plus? L'autre, il est frileux, il est plein de fièvre et tout. Il dit, et comment vous faites d'abord? Il dit, mal connu, tout ça va. Il dit, bon... il ne va pas souffrir parce qu'il est malade de revenir encore une 3e fois. Alors mets le tampon, mais dis-lui que c'est la première et la dernière fois que c'est fait comme ça. Nous, on contrôle. Il revient, il lui dit ça. Il dit, oui, oui, j'ai bien compris. Il a ses méthodes, mais mettez le tampon. Tac, tac, et il est parti. Mais au fait, dites-moi, quand est-ce qu'il est tombé malade? Ben, c'était ce matin quand... Il traversait la cour, et puis tout d'un coup, vers les 11h, il s'est mis à trembler là au soleil, c'est un courant d'air ou autre chose. On l'a emmené à l'infirmerie, et il a une fièvre épouvantable. Il dit, ah, c'est là vers 11h, vous dites, ah, c'est la Kriyat Torah, c'est la Kriyat Torah de Shabbat. Alors, voilà une histoire de Rabbi Menachem Miriminov, mais il lui a dit, on n'a pas le droit d'être malhonnête. Par conséquent, si tu regrettes, tu seras protégé. Yosef était honnête, Hachem Matzliach Beyado. Tu as fait tchouva pour devenir honnête, alors tu as bénéficié du Matzliach. Mais il ne faut pas recommencer. Voilà une magnifique histoire de Menachem Miriminov. Chaz de Hashem, Zchutam Yagen Alenu V'Kol Yisrael Tov V'Livracha.